Sirotons le houblon, le podcast qui fait glo-glo dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alexandre pour le podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Antoine Porcher. Antoine, tu es le directeur général du groupe VNB. Oui, tout à fait. Et bonjour Antoine déjà. Bonjour à toi. Alors avant de débuter l'épisode, je voulais juste quand même moi préciser quelque chose, c'est que techniquement je suis ton employé puisque je travaille pour VNB et je voulais juste préciser que cet épisode il est fait à mon initiative, je t'ai fait la demande, il n'y a pas d'épisode sponsorisé ou je ne sais quoi pour mettre en avant VNB. Ça fait bientôt 2 ans que je suis dans l'entreprise. Une entreprise que je connaissais assez peu avant d'arriver, parce qu'en région parisienne, on en parlera peut-être un peu plus tard, le groupe n'est pas encore spécialement développé ou pas tant que ça. Donc je ne connaissais pas tant que ça VNB avant d'arriver. J'en entendais un peu parler par le prisme des beer geeks qui sont parfois assez critiques. Et en fait, en rejoignant l'entreprise, j'ai découvert une super entreprise avec un cadre de travail qui est top et une super ambiance. Et pour moi, ça me tenait à cœur de faire un épisode avec toi et de parler un peu de VNB, de comment ça s'est construit et de tout ce qu'il y a autour. Donc, comme je le disais, toi, tu es directeur général de VNB depuis quelques années maintenant. Ça fait quoi, depuis 2016 ? Depuis 2016, t'as raison, c'est ça, début 2016. J'ai pris des notes. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, Antoine Porcher, 39 ans, bientôt 40 ans, 2 enfants, voilà. Sartois, mais adopté par les Mayennais depuis une trentaine d'années. Que dire de moi, mon parcours en 2 mots ? Ouais. Je vais essayer d'être court parce que, mine de rien, il est assez long dans les débuts. Alors, moi, comment j'ai atterri finalement dans le vin et la bière, si je puis dire comme ça, j'ai donc commencé à travailler dans une cave à vin qui appartenait du coup à l'un des fondateurs, Jean-Pierre Derouet. Et dans cette cave à vin, à l'époque, j'avais seulement 16 ans. Et je remplissais les cubis de vrac des personnes du coup qui venaient chercher du vin pour le mettre en bouteille chez eux. Voilà. Donc j'étais un peu le pompiste du vin. Voilà, un métier, en tout cas une mission assez simple à 16 ans, qui donnait un petit peu d'aide finalement aux cavistes de l'époque. Et finalement, je me suis pris de passion pour le vin. J'écoutais le caviste vendre des belles bouteilles. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est plutôt pas mal. Le produit commençait à m'intéresser. Alors on va dire autour de 17 ans. Je commençais à déguster et voilà, j'y ai trouvé un intérêt. Et du coup, ne sachant pas quoi faire à l'époque et n'ayant pas trop d'attrait pour les études, c'était pas trop mon fort, j'avais pas envie, j'aimais pas ça. Donc je suis parti dans une école apprendre du coup la viticulture et l'œnologie. Voilà. Donc je suis parti à Saumur, enfin Montreuil-Bellay, à côté de Saumur, donc voilà, dans les vins de Loire, et j'ai appris donc la vinification, la production de la vigne, voilà, pendant 4 ans, donc BEP, Bac Pro. Voilà, donc c'est ça qui m'a amené finalement à connaître le vin. Et en parallèle, en 2001, du coup, j'avais 18 ans et le premier VNB ouvre ses portes à Château-Gontier avec l'un des 2 fondateurs qui était donc Jean-Pierre Derouet, que je connaissais depuis l'époque de la cave à vin où j'étais. Ouais. Donc j'ai intégré VNB en extra au bar. Voilà. Okay. Je vendais plus seulement que du vin, mais j'ai appris la bière sur le terrain avec VNB, avec le service au bar, et puis après, bien sûr, la vente en magasin. Donc j'ai fait ça en parallèle de mes études. Voilà. Hop, j'allais chez VNB le week-end en rentrant, parce que j'étais en internat à Montreuil-Bellay, et hop, je venais chez VNB le week-end et je servais des bières et je vendais. Et du coup, les responsables de l'époque des VNB m'aimaient bien parce que je connaissais bien le vin, du coup. Ouais. Et on va dire que c'est le produit le plus compliqué à maîtriser chez VNB. Donc voilà, donc j'étais plutôt assez crédible à leurs yeux pour pouvoir faire de la vente et être à leur côté. Donc j'ai fait ça. Et après, BTS à Bordeaux, on ouvre un VNB à Mérignac. Je continue à avoir, en parallèle de mes études, le pied chez VNB. Et 2006, fin de BTS. Et c'est là où je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc, VNB, j'en étais tombé un petit peu dedans, tout jeune, et tombé amoureux de l'aventure, de la clientèle, du concept, de tout ce qu'on faisait déjà à l'époque et qu'on fait aujourd'hui. Je me suis vraiment piqué.
cet ADN, à cette ambiance-là. Donc, je suis quand même parti à l'étranger, donc 6 mois en Californie pour une vinification donc aux États-Unis, et après 3 mois en Nouvelle-Zélande. Et je suis revenu donc en 2007, et c'est là que j'ai intégré le groupe à 100% de mon temps, et je me suis dédié du coup à VNB à fond. Quand tu es arrivé chez VNB, tu t'occupais quel poste du coup en 2007 ? Quand je suis arrivé, je crois que j'avais même pas de titre sur mon poste. J'encadrais toute la partie franchise, le début de notre franchise, parce qu'on avait seulement 9 magasins à l'époque. Ouais, du coup, j'imagine que c'était du coup potentiellement un peu moins structuré, il y a peut-être moins de postes qu'actuellement. C'était pas du tout structuré. Plus couteau suisse. Voilà, j'étais vraiment couteau suisse, j'étais dans la polyvalence, mais mon rôle était vraiment d'accompagner les premiers franchisés, apporter mon expérience, parce que voilà, j'avais une certaine expérience avec le fait que j'étais dans les VNB en extra au bar, enfin voilà, j'ai vu grandir VNB, donc voilà, j'apportais mon expérience. Je les formais aussi. Et puis j'étais animateur de réseau aussi, donc je faisais le lien entre eux et puis notre petite centrale d'achat qui commençait à démarrer, quoi. D'accord. Après tu as évolué chez VNB Après 2000, donc ça c'était 2007, j'ai pris à 100% le recrutement des franchisés 2 ans après. D'accord. Voilà, et après je les accompagnais du coup dans leur développement, donc l'ouverture de leur magasin. Donc recherche de l'emplacement, validation d'emplacement, voilà. Toute cette partie-là, c'est moi qui l'ai réalisé, qui l'ai structuré, puisque c'est à une époque où on ouvrait 6 magasins dans l'année. D'accord, ouais. Ce qui paraît peu aujourd'hui, qu'on le dit, mais 6 magasins dans l'année, c'était énorme pour nous. Donc voilà, moi j'ai vraiment, je me suis consacré à tout structurer à partir de 2009-2010. Donc structurer les services qui étaient importants pour accompagner notre franchisé. Donc ça passait de la formation, de la communication à de l'animation de réseau, enfin voilà, il y avait pas mal de choses. Donc voilà, recruter les personnes pour encadrer et structurer les services, enfin voilà, donc ça s'est fait tranquillement. Jusqu'en du coup en 2016, comme on disait, où tu deviens directeur général, c'est une époque du coup où Emmanuel et Jean-Pierre, les deux fondateurs, ont peut-être voulu prendre un peu de recul sur l'opérationnel et t'ont confié les rênes. Ouais, tout à fait. Alors tu vois, moi 2016, ça faisait 9 ans, mine de rien, que j'étais dans l'entreprise, que j'avais structuré toute la partie franchise, structurer les services, recruter les personnes qui avaient aussi pris des responsabilités dans leur service. Donc c'est à ce moment-là où j'avais commencé à avoir une vision assez globale aussi de l'entreprise. C'est à ce moment-là où effectivement j'ai fait un appel du pied à Emmanuel et Jean-Pierre en leur disant, bon les gars, je pense que c'est le moment aussi, on le sentait, où fallait qu'il y ait une personne qui soit dans le management un peu opérationnel. Donc c'est que je sois un petit peu je sois le lien aussi entre les fondateurs et l'ensemble des managers qu'il y avait dans la boîte. D'accord. Voilà. Et que j'apporte aussi mes connaissances terrain à l'ensemble des managers. Voilà, c'était un peu l'idée. Et eux, effectivement, prendre un petit peu plus de hauteur aussi sur le groupe. Okay. Voilà. Maintenant, un poste que tu occupes depuis, ça fait plus de 7 ans maintenant. Mine de rien. Ça commence à faire un petit bout de temps. Ça va, on s'en lasse pas ? On s'en lasse pas, non, parce que j'ai une vision vraiment à 360 de la boîte. Aujourd'hui, VNB, c'est pas qu'un réseau de franchise. C'est 50 métiers dans l'entreprise. C'est 20 activités différentes. C'est 90 sociétés. Voilà, donc en fait, j'ai un quotidien qui est pas routinier. Et je suis vraiment là tant que capitaine un peu du navire. Voilà, faire en sorte que le bateau avance comme il faut. Et puis que je puisse être là, disponible pour accompagner aussi bien un franchisé qu'un collaborateur, qu'un manager. Voilà. Donc c'est très, très, très varié. Donc non, on s'en lasse pas. Des fois, on est fatigué. Mais... Oui, ça, j'imagine. Si on revient un peu dans le passé, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de la naissance de VNB au tout début, comment ça s'est créé pour raconter l'histoire Ouais. Alors, 2 commerçants, Emmanuel Bouvet, Jean-Pierre Derouet. C'est vrai que ça fait un peu storytelling en se disant putain, mais ils l'ont construit, enfin ils l'ont écrit exprès, le truc, c'est pas possible que ce soit passé comme ça. Donc j'aime bien le dire, mais non, ce que je vais raconter est vrai, quoi. Donc Emmanuel Bouvet, lui avait commencé à ouvrir une petite cave à bière spéciale, du coup, sur la ville de Laval,
D'accord. Et là, on était encore en 1994. Là, en 1994. 14, ah oui. Voilà, 1994. Donc Manu, il avait 21 ans à l'époque. Donc tout jeune, cave à bière spéciale, que de la bière allemande à l'époque. 50 centilitres, bouteille consignée, caisse consignée, voilà. Et du coup, compliqué de vendre de la bière allemande à cette époque-là. Du coup, ce qu'il a fait, Manu, il a pris une licence débit de boisson 2 qui lui a permis de vendre de la bière au comptoir. Donc, il avait créé un petit comptoir dans son petit entrepôt. C'était tout petit, il se faisait 30-40 mètres carrés. Il a fait un comptoir et il faisait du coup payer la bière au comptoir et ça permettait aux gens de les boire et de les déguster surtout. Et de se dire, ah, c'est quand même bon ça change. À l'époque, voilà, c'était les bières, les grandes marques de bière qui avaient le monopole en grande surface. Et là, les gens, ils se sont dit, waouh, c'est vachement bon et tout. Et du coup, en fait, ce qu'il a réussi à créer, c'est que les gens ont pu découvrir des nouvelles saveurs de bière spéciales, mais aussi le concept d'afterwork. Eh oui, c'est là où les gens se sont retrouvés ensemble en extérieur de ville pour boire un coup. Eh ouais, le truc tout con. Ouais. Du coup, il déménage 2 ans après pour prendre un local un peu plus grand, 250 mètres carrés. Et il rencontre Jean-Pierre Derouet, qui du coup avait créé la cave du Gêneteuil dans laquelle j'ai travaillé à Château-Gontier, qui était une cave à vin classique. Donc vente de vin en vrac, de bibes et puis de bouteilles. Et du coup, Jean-Pierre a ouvert en 96 sa 2e cave à vin à Laval. Il s'est retrouvé à 500 mètres à vol d'oiseau de la cave à bière de Manu. Voilà. D'accord, ouais. Donc, ils se sont rencontrés en tant que commerçants. Voilà. Commerçants non concurrents, un faisait de la bière, l'autre faisait du vin. Donc, ça marchait bien pour eux. Forcément, oui. Voilà. Et du coup, ça a plutôt bien matché entre les deux. Et ils ont eu la volonté d'ouvrir l'un et l'autre un point de vente vin et bière pour Manu sur la ville du Mans. Et c'est à ce moment-là, au Mans, où ils ont trouvé un grand local où ils ont pu se mettre tous les deux. Et il y avait vraiment leurs 2 enseignes. Tu rentrais, il y avait une porte commune, un petit hall commun. Et soit tu allais à gauche, tu allais donc acheter de la bière spéciale, soit tu allais à droite et tu allais acheter du vin. Voilà. Et ça restait quand même dans le même bâtiment, 2 caves séparées. Voilà, dans le même bâtiment. Partager un bâtiment, une entrée. Ouais. Exactement, c'était ça. Et ça, c'était en 1998. Ok. Et en fait, c'est là où je me dis, avec le recul, c'était un test en grandeur nature qu'ils ont fait. Ouais, un peu, ouais. Ben ouais. Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas mettre du vin et de la bière dans le même endroit. Et on ne pensait pas que le client vin était aussi un client bière, et vice-versa. Le produit vin était un peu élitiste pour les gens qui s'y connaissaient. C'était un peu ça, tu vois. Ouais. Et la bière représentait un peu la bière au bord du terrain de foot, quoi. Tu vois, je caricature un peu la chose, mais c'était ça à l'époque. Donc mélanger les deux, pour tout le monde, c'était impossible. Et finalement, à cette époque-là, on s'est bien aperçu que les gens allaient aussi bien acheter du vin et consommer une bière en sortant, et vice-versa. Voilà. Ils ont vu en fait leur clientèle s'échanger, passer d'un magasin à l'autre. Exactement, chose qu'on n'aurait pas imaginée. Et du coup, c'était un test en grandeur nature, en fait. Et du coup, 3 ans après ça, l'idée qu'ils ont eue, c'est de créer dans le même bâtiment, rassembler la gamme vin, bière, spiritueux et le concept de cave avec un bar en même temps. Voilà. C'est comme ça qu'est né VNB, du coup. Et comme ça qu'est né VNB. Voilà. Tout simplement. C'est vrai que quand tu dis comme ça, en fait, l'histoire, elle paraît presque romancée. Oui. Mais en fait, non. Moi, Jean-Pierre et Manu, on les côtoie encore tous les jours dans l'entreprise. C'est des personnages qui existent bel et bien. Voilà, qui existent bel et bien, qui étaient commerçants, des hommes de terrain. Ouais. Et c'est ça aussi qui a fait la réussite de VNB, c'est que tout est venu par le terrain. C'est pas des mecs qui étaient dans un bureau à essayer de trouver l'idée la meilleure pour créer un concept le plus fou, machin. Tout s'est fait très naturellement. Et c'est ça VNB. C'est plein de choses qui se sont créées avec des échanges, avec des rencontres. Ouais. Et voilà, et on fait de belles choses derrière. Tu me fais une belle transition avec la question que j'avais préparée après, parce que le slogan de VNB, c'est « partageur de bons moments ». Donc là, avec ce slogan, on comprend qu'il y a avant tout, pour l'enseigne VNB, l'envie de vendre un état d'esprit, une ambiance. Qu'est-ce que tu peux me dire du bon moment selon VNB ? Qu'est-ce que c'est un bon moment ? Un bon moment chez VNB, c'est déjà... alors, je vais reprendre un terme aussi de pas mal de clients qui disent « VNB, c'est ma 2e maison ». Et je trouve que ça résume bien le truc. C'est un endroit où on se sent bien, en fait. Et les gens viennent chez nous déjà pour prendre une bouffée d'oxygène, pour venir entre potes, pour venir entre collègues, dans un endroit où c'est pas prise de tête,
où tu vas pas te faire cataloguer. Et du coup, avec un lieu où on va rassembler tout style de gens, de clients, tout type d'âge, enfin voilà. Oui, Et c'est en vrai fait- que la clientèle VNB, elle est très très éclectique. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Parce que l'accueil, le lieu, fait que les gens s'y sentent bien, en fait, tu vois. Et rien que le fait de se sentir bien, déjà, ça nous permet de passer un bon moment. Oui, c'est vrai. Et qui plus est, autour d'un bon petit verre, Mm. voilà, et d'une bonne planche à partager. Mhm. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, nous, notre slogan, partageur de bons moments, résume vraiment ce que les gens ressentent quand ils viennent chez nous. Alors, le concept de VNB, donc comme on disait, moitié cave, moitié bar, on retrouve de la bière, du vin, des spiritueux. C'était très novateur quand c'est arrivé il y a plus de 20 ans. Maintenant, il y a des concurrents qui sont installés, qui ont repris un concept très similaire. Toi, tu le vois comment ? Est-ce que tu es un peu agacé de la concurrence qui du coup s'inspire, ou est-ce que tu le vois justement comme une flatterie de la réussite de VNB ? Quand on a un bon concept, déjà, on peut jamais rester seul Oui. sur un marché. Donc ça prouve que déjà, on a un bon concept qui plaît. Mhm. Après, agacé, non. À partir du moment où tout ce qui est fait chez les autres reste sain. Mm. Maintenant, s'il y a des choses qui sont pas faites dans les règles de l'art, oui, ça peut m'agacer. Maintenant, à partir du moment où tout le monde est réglo sur tout et qu'on gère le business de la même manière, voilà, ça ne me dérange pas. Oui, en fait, cette démocratisation du concept de cave-bar, souvent en périphérie de ville, en concept after-work, au final, c'est, comme tu dis, c'est la preuve que VNB a mis le doigt sur quelque chose et a développé le bon concept. Tout à fait, ouais. Et puis, tu sais, moi, je préfère qu'on soit, qu'on soit, comment dire, j'arrive pas à trouver mon mot, tu vois, mais qu'on travaille ensemble pour porter plus le côté, on met en avant des bières spéciales, parce qu'ils sont principalement sur la bière. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est vrai que les concurrents sont plutôt orientés bière, en effet. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je préfère que voilà, on soit plus à dire, voilà, on met des bières en avant, on fait découvrir des choses. Venez acheter vos produits chez des cavistes de proximité, parce qu'on est tous finalement des caves, avec un bar, mais on est des caves avant tout. Et venez chez nous, plutôt que d'aller chez les gros mastodontes de grande distribution. Voilà. Moi, c'est plus ça que je préfère qu'on mette en avant. Tu vois. Alors aujourd'hui, VNB, c'est un peu plus de 250 magasins, j'ai plus le chiffre exact en tête. 261. Ouais, 261, même plus de 260 du coup. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas, du coup, nous, maintenant, à notre tour, vu comme le... Tu vois, je dis nous, en plus, je m'intègre. Mais vu comme le mastodonte, Alors, en tout cas, peut-être par certains clients. Alors, on pourrait avoir cette image-là si on avait des franchisés qui faisaient pas bien le boulot dans leur ville. Et aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le côté VNB travaille avec le local, VNB travaille et met en avant des choses dans son territoire, fait bouger son territoire. Et en fait, VNB est vraiment là pour promouvoir plein de choses dans sa ville. Donc, on n'est pas comme une grande enseigne de franchise qui vont mettre des salariés dans un business, qui vont laisser rouler le truc et c'est parti, quoi. Nous, on a des franchisés indépendants, c'est leur entreprise, qui sont dans une ville dans laquelle où ils ont pu grandir, dans laquelle ils ont pu travailler. Donc, c'est des gens qui sont là pour créer quelque chose, créer de la vie, finalement, dans une ville, dans un quartier, dans une zone commerciale. Ouais. Donc, oui, on est une grande enseigne, mais on aime le dire et on est les leaders aujourd'hui en tant que concept de cave et bar. Mais chaque VNB sur les 260 a sa propre identité, a sa propre patte en local. Et c'est ça qui est important. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu vas dans un VNB, tu vas retrouver à chaque fois le même concept, tu vas retrouver les grands codes, mais chaque VNB va avoir un peu sa manière de faire, son maillage local sur les produits proposés, sur les brasseries avec qui ils vont travailler en direct, parce que bon, après, sans rentrer dans les détails, en effet, chacun reste libre de gérer une partie de ses achats en direct pour mettre en avant des producteurs locaux, brasseries, vignerons et ainsi de suite. Tout à fait, c'est ça. Alors, je reviens un peu sur le slogan de VNB. Alors, on a parlé du partageur de bons moments, qui est celui qu'on
révèle un peu au grand public, qui est celui qui caractérise VNB. Après, nous, de notre côté, en tant qu'employé, on connaît quelques autres piliers de l'entreprise. Et il y a un autre leitmotiv qui, moi, me plaît bien, c'est le « oser, oser ». Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit de VNB ? Oser, oser, donc fait partie effectivement de nos valeurs. C'est une des 4 valeurs. Oser, c'est quelque chose qui nous parle parce que depuis le début, il fallait oser. Manu a pu oser importer, essayer de vendre de la bière allemande consignée dans les années 90. Ils ont osé mettre un bar dans une cave. Ils ont osé réunir des produits. Et tout au long de la vie de VNB, et ça fait 22 ans aujourd'hui, on a osé faire plein de choses. On a osé rêver à avoir 100 points de vente un jour. Et aujourd'hui, c'est 261. Et en fait, on s'interdit rien chez VNB. Et c'est ça aussi qu'on transmet à l'ensemble de nos collaborateurs, de nos franchisés. C'est si vous avez une idée, osez. Ouais. Osez mettre en place votre idée. Vous perdez rien à essayer d'oser quelque chose qui peut faire de grandes choses demain. C'est vrai. Et donc, ouais, tu disais, ça fait partie de 4 valeurs. Après, il y en a d'autres. Et je trouve que ça fait aussi un peu écho à une autre des valeurs qui est de cultiver la grinta. Ouais. Je pense que c'est un truc que tu as un peu apporté aussi, la grinta. La grinta, ça te tient à cœur. La grinta, c'est quelque chose qui compte beaucoup chez nous parce que c'est l'agnac, c'est de ne rien lâcher, même dans la difficulté. C'est ça la grinta en fait. La grinta, même des fois quand c'est dans la douleur, mais t'y vas et tu lâches rien. Et ça fait partie de nous parce que dans les débuts de VNB et même aujourd'hui, on peut avoir des bâtons dans les roues. Au début, moi je me rappelle, en développement du réseau, j'étais pris pour un naze de dire j'ouvre une cave et un bar dans une zone commerciale. Les mecs, ils nous prenaient pour des fous, quoi. Et il nous fallait cette grinta, d'insister, d'oser, de rien lâcher, de convaincre des gens pour dire allez, il faut qu'ils croient en moi, il faut qu'on y arrive. Ouais. Donc ça fait vraiment partie de nous, quoi. Et la grinta, je pense qu'on essaye de le cultiver tous les jours avec tout notre écosystème. Salut, je fais une petite pause dans ce podcast pour te dire que si tu aimes ce que je fais, tu peux toujours aller noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou toute application de podcast. 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment t'aimes beaucoup et que tu veux nous soutenir, on est sur Patreon, patreon.com/siroton le houblon. Tu peux faire des dons avec plusieurs paliers et pour certains paliers des contreparties, mug, t-shirt, sweat, voilà. Et sinon, on est aussi maintenant sur Utip, donc Utip Siroton le houblon. Merci pour l'écoute et à bientôt. Dans un VNB où la convivialité du coup est énormément mise en avant via ce qu'on disait jusqu'à maintenant, le partageur de bonbons et ainsi de suite, quelle est la place pour le produit ? Quelle est la place pour le produit ? Ouais. Alors déjà, je pense que la convivialité, elle est intéressante quand tu bois un bon produit. Parce que, je sais pas, ça nous est tous arrivé peut-être qu'on nous offre quelque chose qu'on n'aime pas spécialement en boire, tu vois la convivialité complètement différemment. Donc voilà, alors le produit a été important depuis nos débuts chez nous. Et on a toujours été très intransigeant sur le côté qualitatif du produit. N'importe quel univers que ce soit. Les grandes marques de distribution, on les faisait pas. Les grandes marques de bière qui étaient distribuées en grande distribution, on n'en a jamais fait. Voilà. En fait, on s'est interdit beaucoup de choses pour vraiment mettre le produit au centre de VNB et un produit surtout qualitatif. Voilà. Donc ça, c'est aussi dans notre ADN depuis le début. D'ailleurs, en parlant produit, si le nom VNB signifie vin et bière, il y a aussi une grande part qui a été faite aux spiritueux. Oui. Je pense qu'une part qui a grossi aussi pas mal et qui est assez importante maintenant, aussi bien en termes de linéaire de produits que de chiffre d'affaires. Tu le vois comment l'évolution du marché au fil des années ? Parce que là, je te parle des spiritueux qui ont aussi pris de la place, mais il y a aussi, pour le coup, la bière craft qui s'est ajoutée au fur et à mesure. Tous ces univers, vin, bière, spiritueux, ont évolué au fur des années. En plus de 20 ans, comment VNB a vu ça et comment VNB a su s'adapter ? Alors moi, je pense que... Alors, j'ose le dire, mais je pense qu'on a joué,
nous, VNB, dans l'essor de la bière spéciale en France. Les portes d'entrée étaient effectivement avec la bière allemande, la bière belge, ensuite. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être un peu plus jeunes, qui n'ont pas connu le marché à cette époque-là, la bière au début des années 2000, c'est vrai qu'à part les bières de grands faiseurs industriels qu'on trouve en grande surface, les bières belges, par exemple, qu'on maintenant on trouve plutôt assez facilement, elles n'étaient pas aussi démocratisées à cette époque-là, et la bière allemande, on la connaissait quasiment pas en France. Ah bah non. Nous, la bière belge et la bière allemande, pendant au moins une dizaine d'années, on était les seuls. Mais vraiment les seuls. Tu pouvais aller dans un supermarché à côté de chez toi, tu n'en avais pas pendant au moins 10 ans. Vers 2010, 2012, ça a dû arriver vers 2012, 2013, et à partir de 2015, là, on a senti vraiment que ça venait. Donc nous, en fait, on a fait évoluer aussi au fil des années notre offre. Tu disais tout à l'heure, vin et bière, VNB. Oui. Le S, il n'était pas mis parce que le S représentait pas beaucoup à l'époque. Oui. Moi, si je me rappelle un peu, au VNB de Château-Gontier, on devait avoir une armoire, on devait avoir 50 références de spiritueux. Aujourd'hui, c'est 600 à 700 références par magasin. Ouais. C'est colossal. Donc, mais on a su s'adapter à chaque fois à l'évolution du marché et de la demande des consommateurs. Tu vois. Et ça a été le cas effectivement sur la bière. Où on a travaillé la bière allemande et la bière belge pendant des années et on a vu arriver effectivement l'effervescence des bières spéciales, mais plutôt craft, plutôt artisanales, françaises ou étrangères. D'ailleurs, on a eu un léger retard chez VNB là-dessus. On a eu peut-être une petite année et demie de retard par rapport au marché qui commençait déjà à bouger. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a plutôt bien rattrapé notre retard. Et ouais, mais c'était pas simple. Il a fallu aussi, à cette époque, faire comprendre aux clients ce qu'était une bière craft et pourquoi on la buvait dans une canette, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et oui. Je peux vous dire, en 2015-2016, quand nous on a commencé à en faire, fallait aussi convaincre les gens d'acheter une bière en canette, quoi. Où les gens, la canette, pour eux, c'était la bière pas bonne qui était dans les fonds de rayon, dans les grandes distributions, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc on a formé un petit peu, si je peux dire, nos clients. On les a sensibilisés, on leur a fait tester aussi le produit. Et puis voilà, jusqu'au moment où tu dis c'est bon, c'est parti, quoi. On peut y aller un petit peu plus fortement. C'est là que le concept de cave et bar joue un rôle important, comme tu disais tout à l'heure. C'est que quand tu es caviste, tout va se jouer sur le conseil. Quand tu as une partie bar où tu peux servir tes produits, tu as l'avantage de pouvoir faire déguster et guider ton client. Tout à fait. Peut-être que ça facilite aussi un petit peu la tâche. Ça peut faciliter effectivement la vente. Ouais. Et puis les bières pression que tu as au bar aussi. Donc ça te permet, comme un caviste qui a des bouteilles de vin ouvertes pour faire déguster les vins, on fait la même chose aussi avec nos bières pression. Et puis voilà. Et puis après, c'était surtout de sensibiliser ton client, de commencer tranquillement avec des bières avec peu d'amertume et les amener sur des bières plus amères au fur et à mesure, quoi. Mais on a vraiment eu un gros travail finalement de sensibilisation de la bière craft auprès du client, qui n'a pas été simple. Oui, j'imagine. D'ailleurs, ça fait un peu écho à la question d'après encore. Moi, je suis complètement issu de la bulle un peu beer geek depuis des années. Et avant d'être chez VNB, en région parisienne, je fréquentais beaucoup de caves spécialisées. Et j'échangeais beaucoup avec d'autres beer geeks sur des forums spécialisés, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression qu'il y avait souvent en tout cas dans le milieu de la craft, peut-être une défiance envers VNB, ou c'est pas une défiance, mais en tout cas les gens ne connaissant peut-être pas aussi l'enseigne avaient toujours le préjugé que VNB c'est souvent, je disais, un peu la GMS de la bière. Comment maintenant tu arrives à situer VNB dans un milieu où la bière elle est vendue en GMS chez des cavistes spécialisés, dans des bars et ainsi de suite? VNB se situe où là-dedans? VNB se situe... Alors, nous, c'est important aussi dans notre façon de voir les choses, c'est de pouvoir aussi être accessible à n'importe qui, envers n'importe qui, qu'on ait beaucoup d'argent, peu d'argent, mais en tout cas, quelqu'un qui rentre chez nous doit pouvoir se faire plaisir avec ses moyens.
Aujourd'hui, la bière spéciale, artisanale, craft, elle n'a pas été simple parce qu'on était sur des bières quand même assez coûteuses. Oui, c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est Mais oui. toujours le cas. Donc voilà, donc on sait pas non plus, on n'a pas pu s'adresser avec ce style Bien de sûr. bière à tout le monde, quoi. Et du coup, au fur et à mesure, on a pu développer peut-être un autre type de clientèle Mhm. qu'on n'avait pas auparavant. Donc c'est pour ça que voilà, il y a peut-être des gens qui ont dit VNB, j'y suis peut-être allé, il n'y avait pas grand-chose sur de la bière vraiment de qualité Mhm. parce que on a eu du retard à l'allumage où on n'avait pas spécialement la clientèle pour à l'époque. Oui. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment rattrapé notre retard. Voilà, alors après, effectivement, tu me prends une cave à bière qui va faire que de la craft Oui. sur 20 mètres carrés en centre-ville à Paris. Moi, je vais te dire oui, il aura peut-être une meilleure gamme que nous. Mhm. Mais aujourd'hui, on a une gamme, je pense, assez homogène, qui peut satisfaire à beaucoup de gens. Tu peux aller sur de la sour, tu peux aller sur de la double IPA, tu peux aller sur de la stout, tu peux aller sur plein de choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment moyen de trouver son bonheur sur des styles complètement divers et variés, Mhm. avec des brasseries aussi bien françaises qu'étrangères. Mm. Et puis aujourd'hui, voilà aussi depuis l'arrivée de notre de notre acheteur craft, on avait aussi pu mettre en place une rotation produit et un apport de nouveautés plus fréquent mensuellement, ce qui était peut-être pas le cas avant, quoi. Ouais. Donc non, je pense que voilà, on sera peut-être pas à la pointe, mais comme on n'est pas à la pointe dans le vin par rapport à un caviste qui nous fera que ça. Mhm. Mais notre rôle à nous, c'est de satisfaire l'ensemble de notre clientèle. Et Et notre client, il peut avoir 18 ans, il peut avoir 90 ans, Ouais. il peut être ouvrier, étudiant et chef d'entreprise. Mm. Mais nous, on doit avoir dans notre gamme produit Oui, au quelque final, chose qui convient à tous les profils. au final, comme tu dis, je trouve que c'est une offre qui correspond très bien aussi au segment, justement, after work. Le nombre de fois où moi j'étais sorti de mon boulot à Paris après vouloir aller boire un coup avec des collègues et se dire, alors soit à Paris on se retrouve dans un bar et on va boire tous de la Grimbergen et alors moi je suis complètement lésé, Voilà. soit je les emmène dans un bar à craft et eux ils sont paumés parce qu'ils comprennent rien Exactement. et il n'y a aucune bière qui leur plaît. Voilà, Là au moins tu vas dans un VNB, on a pour tous les goûts et tout le monde. exactement. C'est ça. C'est vrai que... Nous, on veut pas satisfaire qu'une partie de la clientèle. Voilà. VNB, c'est aussi un concept populaire. Voilà. Et ça, on aime le dire. C'est pour ça que les gens nous aiment d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un peu compliqué parfois de faire évoluer dans la même direction l'ensemble d'un réseau de 261 magasins maintenant et qui continue de grandir constamment, d'autant plus quand tu as des magasins qui sont peut-être ouverts depuis 20 ans et d'autres plus jeunes et qui n'ont peut-être pas forcément une vision identique du marché et qui n'ont pas non plus la même expérience? Non, parce que déjà, quand on recrute nos franchisés, on recrute vraiment un état d'esprit, des valeurs communes. Donc, on arrive globalement à aller dans la même direction. Mhm. Ce qui est important pour nous, c'est la satisfaction du client. Voilà. Et ça, on le porte tous, Ouais. déjà. Alors oui, après, il y en a qui peuvent être un peu plus en retard que d'autres sur certains sujets, mais on va tous dans la même direction. On se connaît tous très bien, on a une proximité vraiment proche avec tous nos franchisés. On se voit régulièrement. Donc on arrive à vraiment tous aller quand même dans la même direction. Voilà. Très bien. Et j'ai un peu ciblé tout ça autour de l'activité cave-bar et produits. Et j'avais noté une dernière question qui est assez vaste, mine de rien. C'est que si on s'éloigne de tout ce qui est cette activité bière, vin, spiritueux, au final, VNB, il y a encore beaucoup de choses derrière. Oui. Peut-être pas forcément aussi visible du grand public. Et il y a quelque chose qui est quand même plus visible que les autres parmi tout ça, c'est le VNB Fest. Oui. Comment, quand on est une franchise de cave-bar, on se lance à faire un festival musical sur 3 jours qui réunit 90 000 personnes? Bon, faut être complètement taré pour se lancer dans un truc comme ça. Mais voilà, c'est nous ça. C'est nous. On aime les défis, on aime le challenge, on aime créer des choses. On aime oser, comme on le dit. Et cette idée, c'était de se dire, voilà, aujourd'hui, quand nos clients viennent chez VNB côté bar, voilà, on fait plaisir à 200 clients. Comment faire la grande fête nationale des VNBistes. Ouais. Voilà. Mais et dans un VNB, t'aimes quoi? T'aimes parce qu'il y a le produit. Donc on voulait aussi rassembler le produit à consommer sur place. T'écoutes de la musique chez VNB. À un moment donné, voilà, la musique est la plus forte, tu t'ambiances, clap. Et voilà. Et donc rassembler tout le monde autour de la musique, du bon produit.
un rassemblement XXL, Mhm. un festival. Donc on a dit banco quoi, on crée notre festival Mhm. et puis on voit ce que ça donne quoi. Ouais, et ça a plutôt bien marché, puisqu'on a eu alors une première édition qui a eu lieu en 2019, 2019, Ouais, 2019. et qui malheureusement n'a pas vu d'édition suivre avec le Covid Ouais, avant avant 2022. 2022, c'est ça. donc la deuxième édition. Et là, une troisième édition qui arrive donc là en août 2023. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, première édition très réussie parce que voilà, on partait vraiment d'une feuille blanche, on n'avait aucune expérience dans le milieu festivalier et on avait déjà attiré 40 000 personnes, avec le village compris sur 2 jours. Donc, c'était déjà une belle performance pour nous. Et puis, des retours festivaliers et des artistes déjà qui étaient hyper conquis. Mhm. Et effectivement, 2 années d'annulation avec le Covid et 2022, du coup, l'année dernière, où là, on a fait donc x3 en termes de public. Et puis, voilà, pareil, une très belle édition, beau temps, bon produit, un bar à craft sur place avec 35 bières différentes. Donc voilà, essayer de me trouver un festival en France qui arrive à avoir 35 crafts différentes. Je pense qu'on est les seuls aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a moyen là aussi de se faire plaisir entre potes, mais voilà, autour d'une bonne bière, avec de la bonne musique. Voilà. Donc 2023, c'est reparti. Voilà, on commence à annoncer les têtes d'affiche. Ouais. Et on attend à peu près le même nombre de personnes, 120 130 000 festivaliers. Ouais. Voilà. Ouais, c'est colossal. Ça fait x7, x8 pour la population de Château-Gontier sur un week-end. C'est... x10. Ouais, x10, ça, carrément. Oui, x10. Ouais. x10, ouais. Ouais. Donc non, on est très contents. Et puis voilà, à partir du moment, encore une fois, nous, ce qu'on aime, c'est faire kiffer les gens, quoi. C'est tout. On se prend pas la tête. Voilà. Si on a une idée, on se dit oh putain, ça va faire kiffer notre public, notre clientèle. Voilà, les gens, ils vont passer un moment cool. On a besoin de ça aujourd'hui. Nous, on prône tout ça, tout ce côté positif des choses. Je pense que voilà, en plus avec le Covid, ce qui nous est arrivé, nous, on est là pour donner de la joie. On vend du plaisir aux gens. Ouais. Ça, on le dit souvent, tu vois. On vend pas un produit, on vend pas une bière. On vend déjà avant tout un plaisir. On vend un moment. Et les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de se sentir à un moment ailleurs, de décrocher le cerveau des problèmes qu'on a aujourd'hui autour de nous. Et le VNB Fest, c'en est l'illustration. Les gens nous ont dit, mais on était ailleurs pendant un week-end. Parce qu'on a des décors, parce qu'ils se sont sentis dans une vraie ambiance. Ils ne pensaient même plus être en France, à Château-Gontier. Tu vois, c'est ça. Ouais. Et quand on arrive à transporter les gens presque dans un rêve, ça fait du bien aujourd'hui. C'est sûr. Voilà. Oui, d'ailleurs, pour rebondir un peu sur le Covid, on a remarqué aussi à la réouverture des bars que on avait une clientèle assez fidèle chez VNB, que les gens attendaient en fait de revenir passer des bons moments chez VNB, parce que la reprise a été plutôt bonne. Ouais, la reprise a été bonne. Alors pas si intense que ça dans les débuts. Oui. Voilà. Chaotique parce que aussi. Tu t'es rendu compte que les gens ils avaient presque perdu un peu l'habitude, tu vois. Oui. Voilà. C'est vrai. Donc, mais par contre, non, plutôt bien reparti après l'été dernier en tout cas. Là, on a ressenti cette envie de la part de la clientèle de ressortir, de se retrouver, de sortir de chez soi aussi. Bien sûr. Voilà, et de pouvoir passer un bon moment autour d'une bière. Je pense que on peut pas se priver de ces moments-là quand tu peux avoir une bière à 3 € au bar. Oui, bien sûr. Tu vois. Ouais. Je pense qu'on peut se priver de beaucoup de choses, mais passer un bon moment avec ses amis pendant 1 heure ou 2 et pouvoir dépenser même que 3 ou 6 €, si j'en prends 2, je pense que tout le monde est prêt à le faire. Bien sûr. Et je pense qu'on n'est pas prêt à rogner là-dessus. Peut-être sur beaucoup d'autres choses. Mais ça, non. Ce petit plaisir, il est important pour tous. Ouais. Super. Moi, j'avais fait un peu le tour de ce que j'avais préparé. Je sais pas si toi, tu avais quelque chose que tu voulais mettre en avant en plus sur VNB. Il y a plein de choses à dire. Ouais, il y a plein de choses à dire. On pourrait pas passer 4 heures, une journée, une semaine ensemble à parler plein de choses. Non, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que VNB, peut-être pour certaines personnes qui nous connaissaient moins, VNB, on n'est pas que une entreprise de distribution, on est aussi producteur. C'est vrai. Et ça, j'aime le dire. Alors, on est producteur dans le vin, déjà, et ça fait 25 ans. Avec Jean-Pierre Derouet, du coup. Donc voilà, donc on a des vignobles dans le Bordelais. Donc on cultive la vigne, on vinifie, on vend nos vins. Donc on est vraiment
vigneron. VNB est vigneron, hein. C'est le V de vin, mais vigneron. Ouais. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Et le B de bière, mais aussi brasseur, puisqu'on a notre brasserie artisanale qu'on a créée donc en 2019, la brasserie Moirdy. Donc voilà, on connaît le produit. On sait le faire, On sait sait pas le que l'acheter et le vendre. Voilà. On n'est pas des charlatans qui vont prendre un produit à un endroit, qui vont le vendre, voilà. Et du coup, on respecte aussi ce produit. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Et puis bon, après, il y a plein d'autres choses qu'on fait autour de ça. Mais non, après, je pense que le principal a été dit, en tout cas. Ouais. Oui, pour rester dans une durée acceptable aussi, comme tu disais, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu dire sinon. Et ben top. Merci beaucoup Antoine pour le temps que tu m'as accordé. Merci Alex. Et pour tous nos auditeurs, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut. Ciao.